Allez, donc c'est parti. On va avoir donc du coup lundi 27 janvier. On va avoir une grosse semaine, mais là, ce lundi, on a presque rien. Donc lundi 27 janvier, on a juste les ventes de logements à 16h qui seront complètement diluées dans la bougie de 16h, forcément. Tac, adjudication. Bon, quoique à 19h, on peut mettre l'adjudication 5 ans. Ça bouge pas beaucoup, ça. Hein, non, ça fait une bougie. Ça bouge pas beaucoup parce que tu n'es pas en position. Mais si tu prends une bougie de 20 points. Ah non, je confonds avec ton. C'était quoi le truc? Pourtant, c'était 10 ans la semaine dernière et ça. Je pensais que ça allait toucher. Bon, c'était indicateur avancé. Non, c'est pas ça. Adjudication 20 ans, ouais, c'était ça. Et ça n'a pas trop bougé. Hein. Mercredi, c'était. Mercredi. Ouais. Bon, peu importe. Hein. C'est passé. Mercredi, c'est le jour où il s'est bien monté en plus. Ouais. Alors, mardi. Ah oui. Regarde. Mercredi 19h. On passe de. Hein, t'as une bougie qui va quand même de 60 jusqu'à. Elle fait un top à 62 et elle redescend à plus de 50. Après, surtout, c'est là où c'est entamé la vraie phase de baisse, tu vois. Où ils sont venus casser ce plus bas là, et là, une fois qu'ils l'ont cassé, plouf. C'est pas. Après, c'est pas. C'est sûr que c'est pas des mouvements de 40 points d'un seul coup. Hein. Oui. Non, mais je le voyais plus petit encore, tu vois. Qui c'est qui a des enfants chez eux? C'est Mélina, je pense. C'est Mélina. Ouais. Vous les entendez beaucoup? Pas mal, ouais. D'accord. Ok. Non, mais bon. Ok. Alors, donc lundi 27, on va voir juste, bon, c'est vraiment pas des informations cruciales, mais 16h, vente au logement, 19h, adjudication 5 ans, mardi 28 janvier, commande de biens durables 14h30, ça c'est moyen aussi. Commande de biens durables, indice des prix, Redbook, ça peut aller. Ça sert à quoi de faire ça, en fait? À être en position quand tu as une news qui tombe et à comprendre aussi pourquoi le marché va dans une direction ou dans une autre à partir d'une certaine heure. Par exemple, là, comme je montrais à Michel, oui, la bougie elle-même de 19h, elle ne fait pas 40 points. Par contre, elle a donné une tendance en plus complètement inverse du jour. Regarde, si tu prends par exemple le mercredi, pardon, le marché de mercredi, c'est ça. Ouverture ici, 15h30. Ah oui, puis ça a monté. On monte fort. Et puis après, finalement, tu vois, 19h, comme je lui disais, c'est là où on casse ici le point bas. Et après, de 19h jusqu'à la fermeture, on n'a fait que baisser. D'accord, ok. Tu vois, voilà. Alors, c'est peut-être le tips. Le tips, t'as dit que c'était un peu comme les T-bills et tout ça. C'est ça, non? Oui, c'est la même chose. C'est juste le trésor. Mais c'était ça, alors. J'ai dû comprendre avec ça. Jeudi, 19h. Mais la bougie elle-même, elle n'est pas grosse, mais elle peut, sans être grosse, donner envie d'encaisser les gains du jour en se disant, bon, par contre, les taux sont pas super, donc on va plutôt encaisser, etc. Voilà, ça sert surtout à pas tomber dans une news. Imaginons, tu vois, il y a une news à 17h ou à 19h,
qui peut être importante, elle peut te faire une bougie de 80 ou de 80 points. Si tu n'es pas dans le bon sens, ton compte il est mort. Tu perds le compte. Juste parce que toi, tu étais en position à 58 et que la stat, elle sortait à 19h. Quoi. Autant fermer ta position ou ne pas la prendre et laisser passer la bougie de 19h et à retrader après. Quoi. D'accord. Ça nous est arrivé il y a 15 jours ou 3 semaines, avec la bougie de 16h, je crois que c'était, qu'on l'avait oublié. Tu te rappelles, Maxime? Ça nous avait assassiné. Du moins assassiné. Un SL, quoi. Donc là, du coup, 14h30, commande de biens durables, 14h55. Après, alors 14h30, 14h55, ça, quand je vous dis, c'est pas important, c'est qu'il n'y aura pas de grosses bougies, justement. Ça, c'est plus moi, c'est le genre de stats que je regarde et que, où je vais aller regarder dans le contenu, qu'est-ce qui a été publié, pourquoi, etc. Et vraiment lire le contenu de la stat aussi, pour préparer un peu le travail des cartes qu'après on fournit le dimanche, comprendre aussi la psychologie de marché dans laquelle on est. Donc 14h55 par exemple, Redbook, c'est une stat qui ne fait pas une grosse bougie, mais qui est assez importante dans les analyses économiques que l'on peut faire après derrière. Bon voilà, 15h, l'indice des prix immobiliers, c'est un peu pareil, ça va pas être important. D'accord. Tac, là c'est OK. Ça va être important par contre. Et là, on est dans le marché, 16h. Confiance des consommateurs, d'accord. Voilà, ça c'est pareil, ça c'est le genre de stat. Bon, la bougie de 16h, elle est toujours un peu virulente, donc normalement on se retire à chaque fois. Mais ça, c'est le genre de stat qui vient aussi peser dans une analyse après, par la suite, l'analyse économique ou l'analyse de marché qu'on peut faire. 16h30, le GDP d'Atlanta. Alors, la Fed d'Atlanta, en fait, elle publie toujours chaque semaine, enfin plusieurs fois par semaine même, elle publie après chaque donnée économique une projection, une nouvelle correction de ce que sera le PIB en fait américain sur le trimestre ou sur l'année en fonction des dernières statistiques. Donc ça, c'est assez important puisque ça guide un petit peu ceux qui peuvent ressentir comme revenu. À 19h, on va avoir l'adjudication 7 ans. Ça, c'est pareil, ça peut faire la même chose. Donc, 19h, petit note 7 ans. On peut faire mercredi, on n'aura pas grand-chose normalement jusqu'à 16h30. OK. Mercredi 29, on n'a pas grand-chose jusqu'à jusqu'au soir avec la Fed, normalement. Donc, Atlanta. « 16h30, tac, OK, il n'y a rien d'autre après de la journée. Et là, 20h, ça va être le moment le plus important. Donc, avec 20h, enfin 20h en soi, ça ne va pas être le moment important parce que c'est la publication du taux. C'est surtout 20h30 la conférence de presse qui va compter. Pourquoi? Parce que bon, le communiqué aussi de 20h va aussi beaucoup compter. En fait, là, que la Fed ne va pas baisser ses taux, bon, c'est acquis. Je pense que, tiens, même si on regarde le CME, tout le monde doit être en accord avec le fait qu'elle ne baissera pas ses taux. Voilà, 97,9% du marché attend qu'il n'y ait pas que les taux soient inchangés. Donc, ce serait une immense surprise qu'elle change les taux. Ça, c'est évident. Par contre, ça va être quel communiqué accompagne ce choix de ne pas baisser les taux qui va être important. On va regarder après, on va en parler un peu plus après. Donc, jeudi 30 janvier,
on va avoir donc le chômage, comme d'hab, à 14h30. Et après, le PCE, normalement, ouais, 14h30. Le PCE, mais alors ça, c'est la première vague de PCE. Normalement, le PCE, on l'aura vendredi, voilà. Donc ça, c'est juste une première indication de PCE trimestriel. Le PIB américain, surtout, ça aussi, c'est pas mal. Donc là, la bougie de 14h30, elle va partir un peu de partout. Parfait. Elle n'aura pas un sens. Elle n'aura pas un sens. Ouais. Elle fera un point haut, un point bas, un point haut, un point bas. Et après, normalement, ça donnera plus ou moins de sens à la journée. Merci. Soyez les bienvenus. Christina, enchantée. Salut Christina. Non, la télé à côté. Salut. Salut Nico. 14h30, donc vendredi, ça va être aussi une des stats les plus importantes. En fait, au niveau statistique, c'est la stat de la semaine, hein, vendredi 14h30, ça va être le PCE Core. Donc ça, oui, quand ça va sortir, ce sera sens unique. Là, ce sera une bougie sur laquelle enfin, il y aura un gros mouvement, peut-être essayer, si certains le veulent, mais au prix où ils sont les comptes, hein, actuellement, c'est pas du tout intéressant de s'amuser à faire du gambling, là, comme ça. Mais par contre, on aura un très bon indicateur qui va donner le sens de la journée, surtout qui va arriver seulement 2 jours après la Fed. Donc, selon ce qui aura été dit dans les propos, ça aura énormément d'impact, encore plus d'impact. Ils auront mis sur les épaules encore plus d'impact sur ce chiffre-là. Donc, tous les indices PCE qui sortent à 14h30, pardon. Derrière, 14h45 sera quand même mieux. Indice PMI de Chicago sera quand même mieux de ne pas être dans le marché parce que quand même c'est un marché ouvert. Même si, bon, je pense que vu le volume, ça devrait être absorbé, mais on ne sait jamais. PMI Chicago, 15h45, ça, il vaudra mieux se l'éviter aussi. 16h30, GDP, donc pareil, Atlanta. Et on sera bon pour la semaine. Alors, après, on a quand même beaucoup de résultats d'entreprise aussi sur cette semaine-là. On va les regarder. Hop. Donc, lundi, on va faire c'est quoi, on va filtrer, on va mettre que les 3 étoiles. Voilà, il n'y a rien. Mardi, pour nous, il n'y aura rien. Mercredi, on a Microsoft, Meta, Facebook, du coup, Tesla et ASML. Donc, c'est quand même 3 gros qui livrent leurs résultats mercredi après la Fed. Microsoft, Meta, Tesla, c'est tout. Hein, bon, c'est tout. C'est tout, ouais. Juste ça. C'est mercredi, c'est toujours à l'ouverture à 15h30? Non, c'est toujours à la clôture. C'est toujours après le marché, donc après 22h. Ça peut être comme Netflix à 22h et très peu de secondes, ou ça peut être à 22h15, 22h20, ça va dépendre. Là, c'était à 1. Juste 10h01. C'était cette semaine. 10h01. Ouais. Non, cette semaine, c'était à 10h01. Ça se peut que la semaine qu'on va venir, là, ça peut être à 10h15, 10h20, 10h08, 10h10. Parce que s'ils disent l'heure, ils sont obligés de le mettre à l'heure précise. C'est pour ça qu'ils disent après marché, comme ça, ils mettent à l'heure. Et s'ils disent l'heure, ils sont obligés de le mettre précisément à cette heure-ci. S'ils dépassent de quelques, même millisecondes, il y a eu des plaintes qui ont été déposées et ils ont perdu. Et le problème, c'est que comme ils aiment, et comme quand même,
ils veulent faire au lieu de juste publier les résultats, ils veulent faire une conférence de presse et présenter quand même les résultats pour les expliquer, qu'ils soient bons ou négatifs, et les projections. Ce qui se passe, c'est que quand ils doivent publier les résultats à une certaine heure, ils publient, par exemple, je te dis n'importe quoi, s'ils doivent publier à 9h30, ils publient à 9h30 et ils entament la conférence de presse. Donc, du coup, plus personne n'écoute la conférence de presse. Et ce qui fait que maintenant, ils font la conférence de presse et dans la conférence de presse, ils publient les résultats, ce qui leur permet que tout le monde soit à l'écoute de ce qu'ils ont à dire, quoi. Ce qui est quand même mieux. Jeudi 30, on aura Apple et Amazon. Donc, jeudi, après, toujours pareil, après clôture du marché, on aura Apple et Amazon. Hop. Donc là, on aura fait normalement le tour. Il manquera que Google qui arrivera quand qui arrivera la semaine prochaine, je suppose. Semaine d'après, ouais. Pas vu. Le 4 février, donc ils publieront la semaine après, le 4 février. Et tiens, on va regarder aussi nos copains, parce que je crois qu'ils sont décalés, et ils sont décalés, mais ils veulent se recaler justement sur les autres. 26 février, voilà, eux, ils sont décalés. Et ils espèrent petit à petit essayer de se recaler sur les autres. Bon, donc voilà, donc du coup, on aura quand même une grosse semaine au niveau information, c'est-à-dire que clairement, ce que l'on peut retenir, c'est que déjà, la semaine qui vient de passer, on va regarder un petit peu, la semaine qui vient de passer, elle a été couverte par quand même quelques événements. Le premier événement, c'est que on a eu attendez, parce que là c'est en 1 heure, donc je veux pas trop vous influencer pour qu'on regarde bien le bon schéma. On va se mettre pile la semaine, voilà. Ok, parfait. Donc lundi, on a eu 0 news, forcément c'était férié. Donc on a eu une poussée européenne. Pourquoi? Parce que l'Europe est quand même actuellement sur une très bonne dynamique, notamment avec tout ce que met en place le gouvernement chinois pour relancer sa croissance. Sans s'étaler dessus, parce que nous, ça regarde pas trop le Nasdaq, mais on pourra envisager plus tard de faire d'autres cours où on s'étalera un peu plus sur le reste du monde, on va dire. Mais sur le Nasdaq lui-même, ça n'a pas d'impact direct. En tout cas, la Chine a demandé aux fonds communs de placement, aux assurances et à ses banques, à ses investisseurs, de détenir au moins 30% d'actions chinoises, d'actions locales dans leur portefeuille, donc ce qui fait que ça dynamise quand même le marché chinois, ça dynamise l'indice chinois, et ils ont publié 5% de croissance, ils sont arrivés difficilement à générer les 5% qui sont comme par hasard pile ce qu'espère le gouvernement chinois. On a même des doutes s'ils y sont vraiment arrivés, ou s'ils ont un peu sorti le chiffre parce que ça ne le ferait pas si Xi Jinping ne remplissait pas les objectifs. Donc, du coup, ça porte un petit peu les indices européens vers le haut. Et donc, actuellement, l'Europe vient de récupérer quand même presque ce qu'elle avait perdu depuis avril l'année dernière. Donc, avec notamment la dissolution en France, où on avait vu que ça faisait vers juin, et ça avait pas du tout plu au marché, ça avait fait beaucoup monter les taux. Là, si on va sur le, je vais vous le montrer, parce que tant qu'à faire, voilà. Si on vous montre les indices du CAC 40, donc vous voyez que là, depuis le début de l'année, on va aller juste au début de l'année, vous voyez, hop, voilà. Là, on est à peu près le 27 décembre, 31 décembre, voilà, donc là, on doit être au 3.
Ici, le point bas, d'ailleurs, le plus bas, c'est pile le 3 janvier, donc le tout début de l'année. Depuis, il est en ligne droite constante vers le haut et il est revenu aux 8000 points quand même, donc il a gagné 800 points, il a gagné plus de 10%, hein, presque 11%, même plus que ça, même de 12-13% sur un seul mois là, et on voit qu'il revient, voilà, il revient ici sur cette période du mois de mai-juin 2024. Si on regarde un petit peu le DAX notamment, pareillement, c'est la même tendance, hein, vous voyez bien qu'il fait que monter de la même façon. Donc, on est sur des indices européens qui, eux, sont plutôt très orientés nord grâce à la Chine. On pourrait dire malgré l'élection de Trump, parce que on est inquiet pour les taxes de douane. Pourquoi aussi ça freine pas un peu l'achat européen, c'est que quand même les taxes de douane finalement ne seraient pas aussi élevées qu'on le pense, enfin que du moins le marché pouvait le penser. Et surtout, l'euro-dollar s'est complètement déprécié. Donc, du coup, en fait, juste le taux de change d'euro-dollar permettrait de couvrir les droits de douane que veut imposer Trump. Donc, en soi, du coup, il n'y a pas de panique à bord, puisque lui, il va imposer des droits de douane. Mais nous, vu qu'on est sur une parité euro-dollar, on a absorbé le droit de douane juste avec ça. Donc, du coup, il n'y a pas de panique sur le reste du monde, ce qui fait que quand on est sur un marché un peu fermé au niveau américain, les Européens, eux, tirent le marché américain vers le haut, hein. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que par contre, dès que les Américains rentrent en jeu dans l'ouverture ici, vous voyez, dans la nuit, il calme le truc. Finalement, on est revenu, vous voyez, pile là sur le point bas. On a stagné avant que finalement démarre la journée de mercredi, puisque comme je vous avais dit, on serait dans un range, hein, ici, en attendant la stat de mercredi. Une fois que la stat est sortie, bon, déjà, il y a eu un emballement avant, mais une fois qu'elle est sortie, on peut clairement voir que le marché est allé chercher son point haut de la semaine et puis s'est mis à ranger entre les deux. Donc, on a eu un cumul entre la stat sur le CPI et l'effet Netflix avec la sortie des résultats de Netflix. Que nous disent un petit peu les résultats de Netflix? Netflix, il nous dit qu'il a fait son meilleur trimestre depuis bien longtemps en termes d'abonnés récurrents, de nouveaux abonnés récurrents. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très important pour l'entreprise, puisque c'est des entreprises à abonnement, sans engagement, mais le but, c'est de pouvoir renouveler un maximum, conserver et avoir un maximum d'inscrits et de nouveaux inscrits sur le site. Donc, on est dans une dynamique de consommation pour eux. Ça, c'est très positif. Par contre, il y a quand même un petit point à venir y mettre, et qui a apparemment plus quand même au marché, vu ce qui s'est passé ensuite, c'est que Netflix met pour son T1 2025, pour le premier trimestre 2025, un objectif moins élevé qu'attendu sur le T1 2025. C'est-à-dire qu'ils viennent de faire le meilleur résultat qu'ils aient eu, et au lieu de rester dans cette dynamique, ils baissent leur objectif par rapport à ce qui était projeté avant de publier les résultats. D'accord? Donc, c'est-à-dire que le marché priceait un certain prix, une certaine évolution de résultats avant de la publication de Netflix. Après une meilleure publication qu'attendue, on pourrait croire que le marché aurait attendu donc un meilleur résultat pour le trimestre d'après. Et en fait, il price du coup un marché, pas le marché, mais Netflix, eux, indiquent qu'ils s'attendent à un résultat plus faible que ce qu'ils projetaient à la base. Donc ça peut laisser penser qu'on va être dans une dynamique de PMI, notamment de services, qui va ralentir. D'accord? Et c'est confirmé parce que quand on regarde cette semaine
voilà, on ne va pas aller sur le calendrier des résultats, on va aller sur le calendrier économique qui vient de passer. Et là, on se pose la question de se dire, bon, bah, OK, pourquoi une entreprise comme Netflix qui vient de faire les meilleurs résultats peut attendre finalement pour le trimestre qui arrive des moins bons résultats que précédemment. Ici, PMI des services, on voit quand même qu'il y a eu une grosse contraction, c'est-à-dire qu'on était à 56,8, le marché s'attendait à 56,4, hein, donc on attendait quelque chose proche de l'équilibre, mais dans une forte dynamique. Pour rappel, le PMI service, vous savez, je vous le répète à chaque fois, c'est vraiment, on questionne des chefs d'entreprise sur leur état d'esprit, sur comment ils sentent le marché, hein, tout simplement. Bon, je ne connais pas les questions, mais en gros, voilà, on leur pose des questions sur leur activité. Plus ils sont optimistes, plus on est au-dessus de 50. Plus on se rapproche de 50, plus on est à l'équilibre. Et dès qu'on est en dessous de 50, c'est qu'on est plutôt pessimiste. Donc, quand on passe de 56,8 en précédent à 52,8, on a quand même une sacrée différence d'optimisme au niveau des entreprises du service. Donc, et ça peut aussi, c'est dans la même tendance que les résultats de Netflix, puisque Netflix sort de bons résultats, mais dit, attention, pour le trimestre qui arrive, on baisse notre objectif de résultats. Donc, ça, c'est quelque chose qui ne déplaît pas au marché, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment ressenti sur le marché. On aurait pu se dire que du coup, suite à ça, il y aurait quand même, notamment sur Netflix, hein, sur quand même, si on prend l'action Netflix, on aurait pu se dire qu'il allait avoir, voilà, on pouvait se dire que ça allait plutôt être défavorable à Netflix de se dire que l'objectif était plus faible que pour le trimestre à venir. Pas du tout, quoi. Voilà, l'action, elle explose complètement et elle reste collée à son plus haut en plus pendant un moment, sur toute la semaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, on est toujours dans ce fameux bad news is good news, hein, quelque part, et dans ce fameux aussi, pareillement, good news is bad news. Donc, c'est-à-dire que le marché price mieux les nouvelles qui sont pas mauvaises, c'est un peu fort, mais qui sont pas génial. Voilà, qui sont pas géniales. Si c'est pas, si c'est moyen, s'il se dit ah ben tiens c'est pas une super nouvelle, mais c'est pas non plus angoissant, ben ça il le price à l'achat en fait. Hein, il le prend bien. Donc on verra ça met quand même la pression sur les épaules parce que Netflix c'est le petit du groupe des GAFAM. Donc là ça veut dire que ceux qui arrivent, ils vont devoir montrer que eux c'est les gros. Et il va falloir que eux, leurs résultats, par contre, soient bons, parce que s'ils ne le sont pas, là, ça va angoisser, par contre, le marché. Le cumul de la petite mauvaise nouvelle qu'on price à l'achat en se disant, ben, tant mieux, on va être dans une dynamique. Alors pourquoi? Oui, vous allez me dire pourquoi le marché, il peut acheter une petite mauvaise nouvelle. Pourquoi? C'est parce que le marché, la question existentielle pour lui, c'est de savoir quelle va être la politique monétaire de la Fed. Comment va se comporter la Fed et quel va être son objectif. Donc, la Fed, on le sait, elle veut que l'inflation baisse, elle veut ralentir cette économie américaine, elle a beaucoup de mal à la faire ralentir. Donc, pour ralentir cette économie américaine, elle applique des taux et des taux qui sont ma foi, assez élevé, puisqu'on est autour de 4,50%, et que même les Européens, ça y est, sont déjà plus faibles qu'eux, et dans une dynamique de continuer la baisse de taux, parce que bon, on n'est pas dans la même dynamique économique. Donc, si la Fed veut pouvoir continuer à mettre en place ces baisses de taux, notamment sur l'année 2025, il faut que l'on ait des petites mauvaises nouvelles comme ça qui se cumulent, sans laisser craindre qu'il y ait un enrayement de la machine, mais que quand même on sente un certain ralentissement de la part de l'économie pour que la Fed puisse remettre une pièce dans la machine pour essayer de la faire repartir et pour essayer d'appliquer une cure finalement en douceur, progressivement, plutôt que de mettre un gros
un gros médicament, si on devait avoir un gros traitement, si on devait avoir besoin de quelque chose et si l'économie venait à se gripper. Donc, dans cet état d'esprit-là, le marché, lui, il price les petites mauvaises nouvelles. On va avoir des résultats d'entreprise. Si ces résultats d'entreprise sont bons et que, comme Netflix par exemple, ils sont bons parce qu'on a eu une bonne année 2024, un bon dernier trimestre 2024 avec l'élection de Trump qui a pu amener aussi de la conso, etc. Soit ils basculent en se disant, par contre, comme Netflix, par contre, on ressent déjà que sur le T1 2025, on ne va pas avoir le même objectif, on va réduire notre objectif. Et là, ça risque de plaire au marché en se disant, ben c'est génial, on fait une bonne année sur l'année 2024, c'est confirmé, la Fed avait raison, ils ont baissé les taux et ça a apporté du dynamisme. Par contre, ils ne baissent plus les taux, on le sait, et effectivement, le fait qu'ils ne baissent plus les taux, ça ralentit un petit peu cette demande et ces PMI et la consommation des ménages et du coup, par ricochet, ben, la demande, donc l'inflation. Et donc, on va attendre que on va acheter cette mauvaise, entre guillemets, cette mauvaise sensation, ce mauvais ressenti de la part des entreprises en se disant, c'est génial, ça veut dire que la Fed va devoir, dans l'année 2025, venir soutenir les entreprises, venir soutenir l'économie et un petit peu appliquer une petite cure sur les taux, peut-être une petite baisse ou deux dans les taux durant l'année qui viendrait soutenir les entreprises. Ça, c'est le monde des bisounours, c'est si c'est génial, si tout se passe bien. Voilà, ça c'est ce que... Alors là, si c'est ce que l'on a, on peut viser les 23 000 points dès vendredi. Voilà. Pour moi, on peut clairement, on a le plus haut de tout le temps qui était à 22 450, on l'explosera. Parce que parce que là quand même, on a tous les gros. Moi je vous dis, si vraiment tout le monde est dans le même discours. Hein. Donc là, on a tous les gros qui nous sortent leurs résultats. Imaginez que Netflix, qui est un petit, petit que j'aimerais bien détenir, chaque fois je vous le dis, mais il faut relativiser. Pour le marché, ça reste un petit. Donc le petit, quand je vous dis petit, pourquoi à chaque fois je vous dis ça, si on prend capitalisation boursière de Netflix, donc maintenant 417 milliards, c'était 300 et quelques avant leurs résultats. Hein. Juste, on va faire ça. Voilà, c'est pas le plus gros. Voilà, 3300 milliards. Ouf. On est juste sur du 10 fois. D'accord ? On n'est pas dans le même monde. Voilà. Et donc, c'est pour ça que quand je vous dis petit, bien sûr que j'aimerais bien avoir, là voilà, Apple, 3350 milliards. Bien sûr que j'aimerais bien avoir les 417 milliards de Netflix, c'est pas le sujet, mais bon, ben, les autres, il y a plus gros, de toute façon, hein, non, pas 10%, 10 fois plus. Oui, non, eux, ils font 10% des autres. Oui, voilà, oui, du coup, ils font 10% des autres. Donc, imaginez si on a les mêmes résultats sur du 10 fois plus gros. Bon, ben, 10 fois plus gros, du coup, on a un résultat, on a un marché qui, lui, s'emballe 10 fois plus, quoi. Donc, bien sûr qu'on a un gros potentiel cette semaine d'aller chercher du magnifique, hein, du haut de tous les temps. Changer de ça. Et moi, cette semaine, j'aimerais aller chercher mon payout. Yes. Tu auras de quoi. Oui. Parce que tu auras de quoi normalement, parce que ça va bien bouger. Donc, l'enjeu, ce sera juste de se mettre sur des points clés et pas non plus se précipiter sur tous les paliers parce que ça risque de secouer. Donc, on va avoir ces résultats d'entreprise et on va avoir aussi la Fed. Donc, la Fed, tout l'enjeu de la Fed, ok, c'est acté, comme on disait, on sait qu'on ne va pas avoir de baisse de taux. Donc, mercredi soir, ça, il ne va pas nous surprendre en nous disant qu'il va y avoir une baisse de taux. Mais ça va être quel communiqué va accompagner ce
ce communiqué justement de baisse de taux, de maintien de taux, pardon. Donc du coup, quel communiqué veut l'accompagner? Quelle va être la politique entre guillemets monétaire? C'est la première réunion de 2025. Quel va être l'objectif de la Fed pour 2025? On peut clairement faire un gros raccourci et une grosse question qui va se poser aussi. Que va dire la Fed sur maintenant, presque chaque réunion de la Fed, on va se poser la question. C'est quelque chose qu'on ne s'était jamais posé dans les autres travails des cartes. Jamais on disait que va dire Powell sur l'administration Biden, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il en a à dire. Et là, vous verrez que chaque réunion de Fed, ou presque, on va se dire que va dire Powell sur Trump, sur ce que met en place Trump et sur ce que veut mettre en place Trump et en quoi cela peut avoir un impact sur la politique que décide de prendre la Fed. Et là, c'est le gros point d'interrogation, on va dire, c'est le gros point d'interrogation de la part des marchés. C'est que on a des petits signaux de ralentissement, on a des petits signaux aussi de ralentissement même de l'inflation, donc quelque part, on a envie d'y croire, mais on a un gros point d'interrogation sur qu'est-ce que compte faire Trump. Est-ce que vraiment il va appliquer des droits de douane et comme il avait dit dans ses discours, il est capable d'appliquer des droits de douane selon lui de jusqu'à 60%, bon, parce qu'il serait complètement délirant, ou est-ce qu'il va finalement avoir, comme il a bien souvent fait, le spectacle, le discours qui plaît, qui fait monter les gens dans leurs émotions, mais en pratique, finalement, accoucher d'un œuf vide, quoi. Voilà. Et Trump est déjà en train de dire, lors de sa dernière intervention sur CNews, c'était, je crois, il me semble, ou NBC, il a déjà dit qu'il préférerait ne pas avoir à appliquer de droits de douane contre les produits chinois. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu un gros effet pendant la campagne de dire qu'il était capable de taxer les produits chinois jusqu'à 60% s'il y avait besoin. Et maintenant qu'il est élu, première semaine de son élection, il dit qu'il s'assoit à la table pour discuter avec les Chinois et qu'il préférerait trouver une entente pour ne pas avoir à appliquer de droits de douane pour les Chinois. Donc, finalement, on devrait avoir quelque chose de largement acceptable, et c'est ce qui tire aussi les indices européens vers le haut pour les Chinois en termes de sanctions. Bien qu'ils menacent, entre guillemets, avec le bâton, pour l'instant, du moins, ils ne tapent pas. Et donc, ça rassure un petit peu le marché, parce que comme il ne frappe pas dès la première semaine, ça laisse penser que s'il n'y a pas non plus une escalade de la part des Chinois dans des propos ou dans des comportements. Hein. Rappelez-vous le fameux ballon espion qu'on avait eu, etc. Donc, s'il n'y a pas dans ces comportements-là des comportements qui peuvent amener à une réaction de la part de l'administration Trump, peut-être qu'en fait, on resterait sur finalement quelque chose qui serait proche du statu quo ou très faible et qui permettrait du coup au marché de ne pas subir d'inflation. Et c'est là tout l'enjeu de cette semaine, c'est qu'une fois que la Fed nous aura expliqué sa politique monétaire, sa projection pour l'année 2025 en termes de taux directeur et sa crainte ou non vis-à-vis du comportement de Trump, et on l'a vu lors du dernier travail des cartes, que c'est un sujet pour les membres du FOMC, puisqu'ils en ont tous parlé, notamment Kashkari qui avait dit qu'il valait mieux une seule application des droits de douane plutôt qu'une régularité et une augmentation, une escalade dans l'application des droits de douane, parce que ça aurait un effet ponctuel sur l'inflation puis plus rien, alors que si c'est tous les mois, ça aurait tous les mois un effet. On a quand même un questionnement de la part des membres du FOMC sur l'attitude qui va être mise en place, et on a aussi ce côté, alors là je dévie, mais sur ce côté, pour finir avec Trump, sur ce côté inflationniste, Trump il nous dit quoi? Il nous dit n'ayez crainte,
en gros, même si on devait appliquer des taxes, n'ayez crainte sur l'inflation, parce que ce serait bien, je vais négocier avec le prince d'Arabie Saoudite pour qu'on produise plus de pétrole, que l'OPEP produise plus de pétrole et que on puisse avoir un prix du pétrole plus bas. D'ailleurs, il a dit ce qui terminerait la guerre en Ukraine, pardon, très rapidement. Ok. Quel est l'intérêt? Pourquoi? Là, on peut vraiment se poser une question. Hein. Toujours pareil, et gros effet d'annonce, mais pourquoi le prince d'Arabie Saoudite aurait envie de baisser le prix du pétrole, sachant qu'on est sur un prix de pétrole qui est très acceptable parce qu'il est. 1 milliard, il a demandé au lieu de 500 millions, un truc comme ça, j'avais vu. Si on prend le prix du pétrole, le prix du baril, il est très acceptable parce qu'il est sur un cours qui est voilà, 78. Normalement, tout ce qui est autour, même, il est plutôt faible parce que tout ce qui est autour de 90, c'est le point. Voilà, 90, normalement, c'est le point qui correspond ou entre 85 et 90, voilà, ça va bien pour tout le monde, en fait. Voilà, ça va bien pour les marchés européens, c'est le seuil acceptable à payer, on ne paye ni trop cher ni pas assez cher, et ça va bien pour les pays producteurs parce qu'ils considèrent qu'ils gagnent aussi bien leur vie. Dès qu'on dépasse les 90, on commence à le payer cher, dès qu'on dépasse les 100, n'en parlons pas, c'est plutôt très cher. Donc là, on est regardé graphiquement sur plusieurs années, on est revenu au seuil de 2021, qui avant la guerre finalement en Ukraine, où il n'y avait pas de gros emballement, quoi. On était dans un marché classique, et même si on dézoome plus, on va voir que, vous voyez, 80-78, c'était un prix qu'on avait en 2018, en 2019, c'est un prix très cohérent, hein, très très cohérent. Ok. Donc si on vient sur pourquoi est-ce que finalement les Saoudiens ou l'OPEP auraient envie de baisser ce prix? Là, peut-être lui, il a d'autres enjeux, mais en tout cas, pour l'instant, nous, en termes d'économie, on est obligé de se poser la question. Donc, est-ce que vraiment c'est une volonté de sa part, sachant que de toute façon, il a bien dit que lui, pour faire baisser le prix du Brent, il allait ouvrir un maximum les vannes pour puiser dans les réserves américaines en termes d'énergie, en termes de gaz. Et donc, nous, tant mieux, parce que ça va être un petit peu notre point de sauvetage. C'est que comme il espère, comme il attend que les Européens lui achètent plus de produits, plus que ce que l'on finalement, puisqu'on importe plus que ce que l'on exporte, eh bien, ce sera la bonne façon pour nous d'équilibrer les choses avec l'Amérique. Et donc, ben, justement aussi, vous allez voir le lien qu'on peut en faire, donc du coup, aussi, la façon d'équilibrer finalement les droits de douane. Il ne va pas pouvoir trop nous sanctionner sur les droits de douane, puisqu'il dit qu'il veut appliquer les droits de douane pour ceux qui sont dans une balance commerciale entre l'importation et l'exportation qui est trop défavorable aux États-Unis. Sauf que si effectivement il ouvre les vannes au niveau du gaz et il ouvre les vannes au niveau du pétrole, ben peut-être nous, on se servira plus en gaz chez lui et plus et peut-être même en pétrole. Et donc, on arrivera à rééquilibrer un petit peu les comptes au niveau des Européens, et donc on ne devrait pas pouvoir subir ou devoir subir trop de taxes douanières de sa part. Donc finalement, sur l'inflation, ça peut rassurer le marché si ça se passe comme ça, parce que la Fed devrait du coup se dire, bon, ben ok, globalement, ça s'équilibre, on va dire, l'équilibre des forces est trouvé, on ne devrait pas avoir une résurgence de l'inflation, on peut plus analyser les datas économiques dans ce sens, et si effectivement le fait qu'on ait eu le taux élevé un peu plus longtemps, on a bien un ralentissement de l'inflation, on pourra envisager, pourquoi pas, peut-être des baisses de taux même en 2025. D'accord ? Ça, le marché ne le price plus, mais quand même, regardez, voilà. Quand même, regardez,
ça, je n'avais pas regardé, mais vous voyez, on était il y a, bon, ça on le sait, il y a un mois, on avait vu la différence, hein, vous vous souvenez, qu'il n'y avait plus personne qui attendait de baisse de taux sur l'année 2025. Mais je pense que, vous voyez, en une semaine, on a dû avoir une évolution du nombre de personnes qui pensent qu'effectivement, on pourrait, d'ici 2025, dans l'année 2025, avoir au moins regardez, même voire deux baisses de taux il y a quand même là maintenant 65% du marché qui pense qu'on aura entre une et deux baisses de taux sur l'année 2025. D'accord ? Donc, c'est quand même, on est dans une dynamique favorable à cette idée. Regardez, il y a une progression en fait dans le marché de personnes. En une semaine, il y en avait 22% qui pensaient qu'on resterait d'ici le mois de septembre sur un équilibre des taux. Ils sont plus que 19 et ce pourcentage-là, il ne s'est pas mis dans dans ceux qui pensent qu'on va avoir une seule baisse de taux, parce qu'on est passé de 39 qui pensaient qu'on n'en aurait qu'une à 38, et il s'est mis dans ceux qui pensent qu'on aura deux baisses de taux, puisqu'on est passé de 27 à 29. Et on est carrément passé de 9% à 11% sur ceux qui pensent qu'on pourrait potentiellement en avoir 3. Donc, finalement, on est revenu techniquement, on est revenu, regardez, il y a un mois en arrière, au moment de l'annonce de la Fed, de sa politique de décision le 18 décembre, sur 9% de gens qui pensaient qu'on pouvait avoir 3 baisses de taux sur l'année 2025, et maintenant on est déjà à 11. Donc finalement, on revient presque à un certain équilibre, à se dire que on pourrait éventuellement avoir des baisses de taux en 2025, suite un petit peu à tout ce que je viens de vous dire, suite à ce qu'on peut voir s'emboîter au niveau de la politique de Trump, au niveau aussi donc de l'inflation. Et donc là, l'inflation, cette semaine qui vient de passer, l'enjeu c'était de cet équilibre-là, je pense que c'était mardi, il me semble, où on avait les CPI, c'était la semaine d'avant, pardon. On a ici quand même une augmentation des inscriptions au chômage, donc toujours pareil, toujours dans cette dynamique de ralentissement de l'économie. Donc, pour l'instant, voilà, c'est le cumul de plusieurs petits signaux rouges qui nous donnent cet espoir de la part du marché envers le fait que l'inflation puisse ralentir et qu'on puisse obtenir des baisses de taux. Donc, c'est ce bel espoir. Attention, gros bémol, c'est que le marché, quand même, il est monté, je trouve, sur des petites informations. On attend le résultat des grosses entreprises qui, pour ce qu'on doit en attendre, il se doit d'être bon. Il n'y a aucune raison qui doit faire qu'il ne serait pas bon. Donc, il se doit d'être bon. Donc, si on est dans cette dynamique de se dire que le marché publie de bons résultats, ça va redonner espoir au marché. Toujours pareil. Vous voyez que là, il y a un gros canal ici, là, hop et hop, donc qui se resserre finalement. Hop. On devrait pouvoir, avec les résultats, aller chercher le plus haut là, de tous les temps, revenir dans ce triangle. Et là, après, quand on arrive vers les 23 000 points, vous voyez que là, le canal, il est presque fermé. Comment on sort de ce triangle? Est-ce qu'on en sort par le haut ou par le bas? Et là, c'est là où on va vraiment devoir se poser une énorme question. Et l'énorme question qu'on se pose, c'est que j'ai envie de me poser, c'est de dire, OK, là, c'est parce qu'on a envisagé que le scénario se passait exactement bien, surtout en termes d'inflation. Mais si, après la publication des résultats des entreprises positifs, le marché remonte ici et que au milieu de tout ça, sur l'espoir de se dire ça y est, en gros tout va bien, le marché il s'emballe très très vite sur ça va bien. Il y a
une stat, et on sait que la stat majeure que regarde la Fed pour ses choix de politique monétaire, c'est le PCE Core. Si celui-là ressort pas dans la même dynamique que le CPI, ce qui pourrait surprendre, mais ce qui reste une possibilité, ce ne serait pas la première fois qu'on le voit faire, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on peut passer de l'espoir à la déception avec contre-coup des bons résultats, et donc là, se dire panique un petit peu, effet un petit peu panique, à se dire j'ai des gros résultats d'entreprise, j'ai des entreprises qui annoncent pour les trimestres de 2025 des moins bonnes projections que celles qu'elles avaient en 2024. J'ai potentiellement aux commandes un mec un peu foufou qui peut nous appliquer, se disputer avec Pierre-Paul ou Jacques et nous appliquer des taux et faire monter l'inflation. Une politique monétaire qui reste ferme parce qu'elle n'a pas le choix vu que les entreprises dégagent des gros résultats. Mais en face de tout ça, j'ai une inflation qui continue soit à être collante, soit qui, dans le pire des scénarios, reprennent 0,20, 0,30. Et là, il y aura une grosse déception, je pense, de la part du marché, qui peut lui faire perdre énormément. Et sur le Nasdaq, ce qu'il ne faut surtout pas, c'est essayer d'attraper le couteau qui tombe. C'est essayer d'attraper ça, là. Voilà, ça, il ne faut pas l'attraper. Ça, il faut le suivre. Il faut fermer l'ordinateur. Parce que si on se met à l'achat là-dedans, on meurt très, 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 très vite. Voilà. Donc là, quand le marché, si la stat de vendredi, elle ne va pas dans le même sens que tout ce que l'on vient de résumer, il y aura un effet de déception sur le marché qui peut générer ça. Voilà. Qui peut générer cette grosse goutte, là, ce gros mouvement-là, voilà, qui est quand même un mouvement de 1000 points. Voilà, 1000 points de baisse. Okay. Et 1000 points de baisse, je vous rappelle que ce n'est pas du tout un krach boursier. Hein. Sachez qu'il ferme la bourse à moins 10%. Donc 1000 points sur un indice comme ça, on n'était même pas à 5%. Là. Mais c'est ça qui est dingue quand même, c'est alors j'allais dire une simple stat, c'est pas une simple, mais une stat peut avoir en fait autant d'importance que des résultats. Tu vois ce que je veux dire parce qu'une stat, est-ce que c'est quelque chose qui est subjectif ou c'est vraiment par rapport à des résultats? Je sais pas si je c'est pas subjectif. Ah non, c'est pas subjectif. Là, quand la stat PCE, le CPI, il est un peu plus subjectif. C'est pour ça qu'il est moins suivi par la Fed. Le PCE, c'est pas subjectif. C'est vraiment un relevé de prix. Et c'est purement mathématique. On prend en fait, c'est pas un sondage. Ah non, c'est pas un sondage. Non, voilà. En fait, c'est ça que je m'interrogeais. Je me dis, putain, en fait, un sondage peut avoir autant d'impact sur le marché que des résultats, entre guillemets, mathématiques de... Le PMI service, là, qu'on a eu cette semaine, c'est un sondage. D'accord. C'est un sondage qu'on fait auprès des entreprises. Tout ce qui est indice ISM et tout ça, c'est des sondages. D'accord. Donc, effectivement, mais pourquoi ils ont de l'importance? C'est parce que, normalement, on se dit que le sondage, on part bien sûr, vous faites abstraction de tout complotisme, hein. Ça n'existe pas dans le marché. Hein. Donc là, le marché, il se dit, OK, il y a un sondage qui est publié. Ce sondage, il indique que les patrons d'entreprise sont plutôt positifs. Donc, ça veut dire, par défaut, le marché, il va commencer à pricer le fait qu'il va y avoir de bons résultats. Il est dans une anticipation. Après, quand les bons résultats sortent, il va rester dans cette dynamique. Mais le sondage va lui permettre d'anticiper la stat réelle. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. Le CPI est sorti en recul par rapport à ce qui était attendu et avec un petit repli, pas de beaucoup, hein, je crois que c'était 0, on va le regarder, c'était la semaine d'avant, 0,10 ou 0,20, je ne sais plus. Donc là, Michel, je t'entends là. Ouais, je baillais, pardon. Il va faire la sieste, Michel. Donc, voilà, on a 0,10 de moins sur l'IPC,
c'est pas un recul marqué, mais c'est le genre de sondage qui laisse penser, qui laisse anticiper qu'un PCE, donc que le PCE de vendredi, lui aussi doit marquer un recul. Et D'accord. par contre, si ça ne confirme pas la tendance du CPI, là, il y a grosse interrogation. Pourquoi, alors, pour répondre aussi à ta question dans le fait, c'est pourquoi, oui, entre guillemets, comme tu dis, une simple stat peut venir changer et écraser les bons même, parce que la grosse question qu'on se dit, c'est pourquoi une simple stat peut venir finalement contrebalancer et effacer les gains qu'on peut générer sur de bonnes publications de résultats d'entreprise. Voilà, c'est c'est exactement ma question. Et oui, mais pourquoi? Parce que ça y est, ils seront sortis les résultats d'entreprise. Quelque part, le marché, ça y est, pour lui, ce sera déjà du passé. Donc vendredi, quand le PCE il sort, le marché, il n'est plus dans le fait que les entreprises viennent de publier des bons résultats. Ça y est, c'est acté. Mercredi, jeudi, boum, on a pris des décisions en fonction d'eux. Par contre, le PCE Core sort, on a, imaginons, un PCE Core supérieur aux attentes, de l'inflation. Bon, ben là, tout est remis en question. On va se dire, du coup, le PMI des services, il n'était pas bon. Il était le petit cumul là, de mauvaises informations dont on parlait. Le PMI des services, il était ralenti. En fait, il n'est pas ralenti parce que ça y est, on arrive à ralentir l'économie. En fait, il est ralenti parce que l'inflation, elle reste là. Ouais. Et là, en fait, le prisme va s'inverser. Et là, on va commencer un petit peu à avoir un côté de prudence. Les fonds, ils vont se dire, attention, qu'est-ce qui est en train de se passer là dans l'économie réelle? Est-ce que finalement, on ne va pas finir par être le dindon de la farce? Donc, oui, les résultats d'entreprise, ça y est, on les a achetés, les prix sont montés. Ben, nous, on va vite encaisser nos bénéfices et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau économie avant de revenir à l'intérieur. Et pareillement, si j'ai de l'inflation, c'est peut-être aussi pour ça que Netflix annonce qu'il va avoir du mal à faire d'aussi bons résultats pour le trimestre suivant. Si toutes les entreprises annoncent le fait qu'elles auront du mal à faire d'aussi bons résultats ou qu'elles baissent leurs prévisions de résultats pour le trimestre à venir, autant de base, ça aura un effet, entre guillemets, on l'a vu, positif pour le marché en se disant c'est bien, ça veut dire que l'économie ralentit et la Fed veut que l'économie ralentisse, mais la Fed veut que l'économie ralentisse, mais que l'inflation aussi ralentisse. Si l'inflation ne ralentit pas, la Fed, elle ne peut pas baisser ses taux. Donc, l'économie ralentit, les taux restent élevés et l'inflation continue de monter. Ben, du coup, comment on fait pour s'en sortir là? Il y a un des critères qui manque. Si, dans le meilleur des mondes, le fait que les taux soient élevés, ça baisse l'inflation et ça ralentit l'économie, c'est parfait. Mais si ça ralentit l'économie et ça ne baisse pas l'inflation, ben, il y a un des deux critères qui ne va pas dans le bon sens. Et c'est le pire des critères. Parce que, quelque part, jusqu'à maintenant, l'inflation baissait, mais l'économie ne ralentissait pas. Ça, c'est moins inquiétant pour les entreprises. D'accord. On conviendra. L'entreprise, là, si on attend que tout le monde nous publie de bons résultats, c'est parce qu'on sait que l'économie, dans les travails des cartes précédents aussi, et là, on sait que l'économie globale américaine, elle est plutôt sur une dynamique positive. On a du mal à la ralentir. Donc, c'est pour ça qu'on s'attend à des bons résultats d'entreprise, parce qu'on se dit, si l'économie, elle ne peut pas ralentir, ben, ça va se voir dans les résultats des boîtes. Pour l'instant, dans ceux qui ont publié, ça se voit. Donc, c'est parfait. Mais c'est pareillement, si ça ne se voit pas pour un, alors si le pire, ce serait par exemple, je te dis n'importe quoi, Apple ou Tesla, il publie, lui, des mauvais résultats alors que tous les autres en font des bons. Bon, ben lui, il va prendre moins 20% dans la gueule, hein, direct. Donc là, c'est un peu la même chose. Là, c'est le moment du résultat du contrôle. Donc là, ils vont dire, bon, ben ok, on a réussi le challenge. Autant c'est moins angoissant pour le marché de se dire on a des taux élevés, mais comme je dis souvent, nous, sur le marché, finalement, les investisseurs, ils viennent acheter de l'action, ils viennent acheter du dividende, donc ils viennent acheter du résultat d'entreprise.
C'est ça qui est important. Donc, si tu as quand même une économie réelle qui se porte bien et qui continue d'avancer dans le bon sens, en fait, hein, de faire de la croissance, ben, du coup, tu t'attends à avoir des bons résultats d'entreprise. Donc, ce qui fait que ben, tu as quand même un petit peu plus envie d'acheter des actions. Si par contre, tu as une économie qui ralentit et ça veut dire que tu as moins envie d'acheter des actions. Et si tu as en face, tu as de l'inflation, toi, il faut bien que ton cash t'en fasse quelque chose. Parce que du cash qui reste disponible à la banque, quand tu vas avoir, par exemple, 100 000 euros à la banque ou 100 millions à la banque et que tu as 3% d'inflation, ça veut dire que tes 100 000, là, ils viennent de perdre 3% de pouvoir d'achat. Bah, c'est d'accord. Ils n'en valent plus que 97. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ces 100 000 pour contrebalancer les 3% d'inflation? Ben, tu vas en bourse, tu investis, voilà. Mais sauf que si tu vas en bourse, tu investis en bourse et que les résultats d'entreprise ne sont pas bons, ben, la bourse, elle ne peut pas faire des bons résultats, elle ne peut pas monter. Ouais, donc, ben, tu ne vas pas aller en bourse. Et tu vas aller où? Tu vas aller sur le marché obligataire. Parce que comme, du coup, tu vas t'attendre à ce que l'économie ayant des difficultés, les États vont devoir s'endetter pour aider l'économie. Ben, du coup, ils vont devoir s'endetter et là, face à eux, il va y avoir des exigences. Hein. Donc, ça va contrebalancer un petit peu les taux. Voilà. Voilà pourquoi l'enjeu des taux de la Fed. Parce que si la Fed, elle dit, ben, nous, on plafonne, on reste, on ne peut pas baisser les taux, ben là, le mec, il se gave, quoi. Ça veut dire qu'il prête au Trésor américain à 4,5%, il a une inflation à 3%, et il a zéro risque, il est sûr d'être payé. Ben, il ne va pas se faire chier à aller sur les marchés. Hein. Si les entreprises, elles, par contre, elles ne publient pas de bons résultats, c'est sûr que si les entreprises, elles publient des bons résultats, ben, le marché, là, depuis le début de l'année, si on prend le point bas de l'année, ou même par rapport à l'ouverture, bon. Là, on était où là? Le 2 janvier. Il est ici, il était donc à 20 940 là, plus bas du mois précédent. Et il est déjà à 21 900. Donc, il a fait 1000 points. Il a fait 5%. Bon, voilà. Il a fait 5%. Il a fait plus que la Fed. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup plus quand même. Hein. Ouais. Pour le risque que tu prends, ça ne vaut pas le coup. Toujours dans cette idée bénéfice-risque. Est-ce que tu te dis, est-ce qu'il valait mieux pas prêter au gouvernement américain pour un tout petit peu moins de rendement? Oui, c'est ce qu'on discutait une fois. Et donc du coup, ben, finalement, c'est ce qui va faire que ça peut avoir un gros impact. C'est que du coup, ils vont se dire, bah, attends, moi, je vais pas aller acheter des entreprises qui sont un peu en difficulté, alors qu'en prêtant au gouvernement américain, j'ai du 4,5 ou du 4,75. Je me fais pas chier, je leur prête à eux. Ouais. Voilà. Et puis j'attends. Et cette sortie d'argent fait baisser le marché. Parce que d'un seul coup, en plus, il y a plein de gens qui sortent. Donc, il y a un effet d'engrenage, si tu veux, de panique un petit peu. Donc, c'est là où vraiment, ce PCE, il faut qu'il sorte dans le bon sens. Hein. Vraiment. Là, je pense que n'importe quel investisseur et n'importe quel membre du FOMC espère que ce PCE sorte dans le bon sens. Parce que ça peut être un point de basculement où on va rentrer dans un véritable questionnement de ce que va être l'inflation. Est-ce que c'est juste un one-shot, on a eu une mauvaise publication et le mois d'après, ça repart normalement et ok, c'est bon, le marché va se rassurer, ou est-ce que ça s'inscrit dans une continuité et là, ça peut être dangereux. Par contre, si bien sûr ça va dans le même sens, donc le monde des bisounours, comme je vous disais, on a des bons résultats d'entreprise, on a une projection d'entreprise un peu moins bon qu'attendu, et derrière, on a un PCE qui sort plus bas qu'attendu ou dans les attentes, bon, ben là, le marché, il s'envole, 23 000 points, bonjour, et il sort du triangle par le haut, parce que là, il va se dire, bah, de toute façon, c'est tout bénef, toutes les étoiles s'alignent pour avoir la piste aux étoiles, la Fed qui baisse ses taux, etc. Puisque finalement, je vais être dans une dynamique où, oui, certes, les résultats d'entreprise se visent à être moins bons, mais j'ai moins d'inflation, donc
le fait d'avoir moins d'inflation, je vais avoir de la demande, je vais avoir des consommateurs qui vont pouvoir consommer plus et donc aider ces entreprises à absorber ce manque de rendement. Et donc finalement, la Fed va pouvoir baisser ses taux, libérer un peu, desserrer les taux autour de la gorge des entreprises et peut-être qu'au trimestre 2, elles auront un meilleur target parce qu'elles se diront que ça y est, la Fed a baissé les taux, elles ont un peu plus d'air et donc on part sur une année 2025 où on peut avoir un meilleur Oui, on a eu un peu plus de laps de temps pour avoir des certitudes. Voilà. D'accord. Voilà. Ben, écoutez, merci à vous d'être venus. Eh ben, Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais n'hésitez pas. Non, c'était bien clair. Ben, voilà. C'était cool. C'est OK. Merci beaucoup. Ben, merci. Merci. Et ben, bon match ce soir. Ouais, merci. Salut. Alors attendez, juste pour finir au niveau graphique, on va dire, bon, c'est dur, hein, parce que vous savez, toujours pareil, semaine de Fed compliquée. Donc, il n'y a pas que semaine de Fed, mais il y a aussi semaine de résultats d'entreprise. Donc, clairement, ce à quoi on peut s'attendre, lundi, mardi, c'est 2 belles journées de merde, hein, 2 belles journées sans intérêt pour le marché. Le marché, il ne va pas s'emballer lundi et mardi, il devrait rester dans ce range. Il devrait plutôt se rapprocher des ranges que je vous avais dit. Vous voyez là, je trouve qu'il a une belle forme ici. Le marché, il a fait comme un peu le double top, donc il nous a fait presque un M comme ça. Je pense qu'il devrait revenir vers les 700 là. Ce serait sain qu'il revienne là-dessus parce que finalement, ce n'est que Netflix et on est dans l'attente des vrais porteurs. Donc, au moins 800, voire au moins 700 en touchette. Vous voyez, peut-être 725, 710 par là. Ça serait cool qu'il le fasse juste en touchette et qu'il reparte un petit peu pour attendre vers 800. Donc, lundi, mardi, pour moi, je pense qu'on serait dans un range avec vraiment un point haut, le plus haut, ce serait 22 000. Je ne vois pas pourquoi on les casserait. Et en point bas, plutôt 21 700. On devrait être dans ce range-là. Mercredi, en attendant la Fed, on ne devrait pas avoir mieux. Hein, on devrait rester toujours pareil dans ce range. Au moment de la Fed, donc selon sa politique, selon ce qu'il aura à nous dire pour l'année 2025 à venir, ben, on peut aller chercher donc soit les 21 000 points, soit les 22 000 et quelques. Hein. Je pense que donc de toute façon, normalement, son discours ne devrait pas être à l'assouplissement. Il devrait dire qu'il constate qu'il y a des améliorations au niveau des statistiques, mais il peut pas, il va pas nous sortir un discours complètement opposé à décembre. Hein. À mon sens, il n'y a pas eu les infos qu'il a ne peuvent être que des petits cumuls de petites mauvaises datas, mais pas des datas cruciales non plus. Il peut aussi, et je pense que c'est ce que le marché va vouloir comprendre et savoir, c'est qu'il faut bien, vous vous en doutez, je pense, mais mercredi soir, quand Powell il va parler à 20h, il connaît le chiffre PCE de vendredi. Vous en doutez quand même, hein, j'espère bien que ça, vous l'avez compris. Lui, il le connaît, hein, là, il est déjà au courant. Donc, le marché, il va tenter de savoir qu'est-ce que, voilà, par telle phrase ou telle phrase, il s'en rapprocher le plus. Voilà, est-ce qu'il veut nous dire que on peut attendre un bon PCE ou pas? Donc là aussi, on va être un peu dans l'interprétation et l'emballement. Donc, Powell, s'il nous dit le CPI de la semaine dernière et le PCE ou le CPI de la semaine dernière donne une tendance de ce que peut être l'inflation, le marché va penser que le PCE il va être plus faible qu'attendu. Et là, il va y avoir cette dynamique. Et donc, ça peut aussi, sans être forcément très au quiche, ça peut être juste... voilà, il est sincère, il nous dit que le CPI était bon, que les PMI sont un peu bons et que en gros que le PCE, sans le dire, sous-entendre ou laisser penser au marché ou que le marché lui a envie de l'interpréter comme ça, que le PCE va être dans le même sens. Et donc là, on peut revenir vers les 22 400, là, 22 300 sur ce soir-là, hein, sans problème.
Et derrière, les résultats des entreprises. Donc, si on est à 21 000, qu'on a des bons résultats, parce que quand même, on a 3 gros qui publient, donc ça va être dur. Grosse méfiance sur Tesla, pour ma part. Grosse méfiance sur Tesla. Il a perdu 5%, je crois, ces derniers temps. Ouais, 5%, c'est pas grand-chose. Je pense qu'il pourrait en perdre dans les 20 ou 25 s'il ne sort pas des bons résultats. Très grosse méfiance sur Tesla, personnellement. Déjà, après, j'aime pas du tout quand une entreprise se lie à la politique. C'est pas sain pour une entreprise. Ça peut être le combo gagnant, parce que forcément, elle va avoir accès à des marchés, à tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir ce qu'il faut. Donc là, on le voit bien, octobre 245, élection de Trump, donc c'était vers novembre, même si on se met là en daily, vers fin novembre, non, c'était vers 5 novembre, depuis 226, on a doublé, on est monté à 484, donc on est sur une bonne dynamique, mais on peut reperdre presque tout cet avantage, peut-être vers les 300 là, s'ils ne publient pas de bons résultats. Ce qu'il y a, c'est que l'entreprise, dans certains magazines là, ou trucs de presse que j'ai lus, j'ai pas l'impression qu'ils pourraient sortir de bons résultats. Alors, gros bémol, j'ai un peu peur pour eux. Bon, tant mieux pour nous, mais... Donc, ce qui fait que si on est plutôt vers les 21 000 au niveau où eux publient, on peut très bien revenir aux 22 000 rapidement. Voilà. En attendant le PCE, même sur les publications, je veux dire, quand je dis rapidement, on peut faire 21 000 le soir après la Fed. La Fed s'arrête, on est à 21 000. 22h, on clôture, 21 000. 22h10, on a eu les publications, on est à 21 300, par exemple. Vous voyez, on est revenu vers ici, là, ou 21 300 ou 500, là, entre les deux. Et derrière, le lendemain, emballement, on reste dans cette dynamique. Et vendredi, finalement, c'est lui qui nous dira si on casse les 21 000 ou si on casse les 22 500. Voilà. Donc, ça va dépendre un petit peu et du sens de la Fed et du temps. Mais là, on va avoir des mouvements de gap de 300 à 500 points facilement. Voilà. OK. Sur les 3-4 jours. Voilà. Donc ça, on va se le marquer quand même. Donc, lundi, mardi, range. Hop. Range sur, donc on a dit 22K en point haut, 21 700 en point bas. Voilà, c'est ça. Et mercredi, si Fed, on va dire discours dur, 21K. Si Fed discours rassurant, 22 500, 22 300, on a dit. 300. Résultat entreprise de 300 points avant PCE. Allez, donc voilà, donc j'ai mis lundi, mardi, range sur 22 000, sur 22 000 points en point haut, 21 700 en point bas. Mercredi, si la Fed a un discours un petit peu dur, on serait à 21 000 points. Si la Fed a un discours rassurant, on irait plutôt vers les 22 300. Et après, on aurait un résultat des entreprises, donc il faut attendre un petit gap dans les 300 points à peu près, avant que le PCE vendredi puisse nous permettre soit d'aller chercher les 22 500, soit de casser les 21 000 pour avoir une direction, une trajectoire en direction des 20 000 points. Alors bon, 20 000 points, forcément, ce ne serait pas dans l'instant T de la semaine, mais vous voyez, au moins 20 500. Ok, voilà. Ok. Super. Voilà.
Là, pour l'instant, regardez, dernière petite chose, on est toujours quand même sous un effet un petit peu, là, si vous regardez, de pression encore un peu baissière. D'accord? Donc, on l'avait comme ça, ok, dans une time frame plus longue. On tente toujours de faire un plus haut, même si on est dans un canal, on va dire, de plus haut ici, ok? On reste, vous voyez, là, toujours plutôt, même là, si je prends ici le point haut d'ici, le point haut d'ici, vous voyez, on est plutôt sur une petite pression quand même baissière, ok? Donc, pourquoi ça? Parce que quand même, c'est pour ça que à la baisse, ça peut sanctionner très 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 fort. Là, vous voyez que comme bizarrement, ici, c'était l'endroit où en décembre, juste avant, on avait plafonné. On est revenu plafonner dessus en touchette le 26 décembre. On l'a touché, poum, avant de reprendre la pression baissière. Après avoir touché là, les 21 000 points, c'était le rebond. On est revenu travailler encore les 21 000 points et on revient le chercher juste en touchette. D'accord? Donc là, on est sur le troisième passage après avoir rebondi là, 2 fois sur 21 000, ok, même presque 3 fois. Là. Si on y revient, 21 000 se fera transpercer. C'est pour ça que je pense que là, on est vraiment dans un choix de basculement, on va dire, pour quelques temps, pas pour l'année, mais pour au moins quelques semaines ou mois de marché, à savoir que soit il vient casser ici, vous voyez, ce plafond-là des 22 100 et il se met dans une dynamique haussière et il réintègre ce canal-là que vous voyez très bien, pam, pam, haussier, parce que là, il était dans l'excès de Trump, hein. Soit il plafonne là-dessus, il fait le triple top, et là, pouf, il tombe. Et là, par contre, quand il va venir en bas, ben, finalement, ça fait trop de fois où il travaille la zone et il va la percer pour aller chercher une zone beaucoup plus basse, beaucoup plus basse, 1000 points plus bas, revenir rebondir un petit peu dessus et peut-être revenir en point haut avec le 21 000. Et regardez ce point haut-là que l'on a ici, qui est pile à 21 000. Vous voyez cette droite-là? Donc voilà. Donc cette droite-là rouge peut devenir finalement le point haut. C'est le point bas, il peut devenir le point haut. Ah, d'accord. Hein, ici. Ah, si ça casse, d'accord, ok, oui, j'ai capté. Et oui, si là on est, en fait là on est là-dedans. Voilà, là on est ici, là-dedans, dans ces deux gaps là. Tac, tac, voilà. On range de manière large entre ça. Donc là, le target de cette semaine, les décisions et les résultats de cette semaine vont nous permettre de savoir si soit on reste au-dessus de cette ligne d'en haut des 22 000, et là, du coup, en restant au-dessus là, des 22 100, on réintègre le canal haussier pour aller chercher le plus haut de tous les temps et voir par en haut. En fait, le haut deviendrait le bas. Voilà. Après, vice-versa. Soit le bas deviendra le haut. D'accord. Et donc là, on va dégueuler pour descendre, casser ça, venir à 20 000 peut-être ou à 20 500, rebondir et hop, prendre ça en point haut et après recréer un point bas un peu plus bas et avoir un graphe plutôt peut-être par ici, vous voyez, vers les 20 000 points ici. D'accord. D'accord, peut-être là. Hop. Si on fait comme ça. Voilà. Et donc là, on aurait ce gap-là, vous voyez, ici, là, de 2000 points, au lieu de ce gap-là de 1000 points. Ici, au lieu d'être 21 000, 22 000, on serait 20 000, 21 000. Donc, il faut faire attention aux 21 000, coup. Quand ça arrive à 21 000. Je veux dire. C'est un peu ça. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Super. Allez, super. Ben, parfait. Je vais me le mettre, moi, là. Hop, voilà, comme ça. Parfait. Bon, ben, allez. Bonne soirée à vous et à lundi. Bon dimanche. Ciao. À demain. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Bisous à tous. Ciao. Ciao. Allez. Hop. Ah ouais,